2 Français et un Canadien ont créé un outil ultra bien pensé. Tellement bien pensé qu'ils ont commencé à avoir de nombreux utilisateurs sur internet. Des utilisateurs payant un abonnement assez cher en plus. Tout allait donc pour le mieux pour eux quand du jour au lendemain, un site concurrent a débarqué de nulle part et derrière celui-ci, le plus impitoyable rival que vous pourriez imaginer, MrBeast en personne. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Que faire quand vous avez votre premier concurrent? Et surtout, que faire quand ce concurrent, c'est le plus gros YouTuber du monde qui a une force de frappe de plus de 270 millions d'abonnés? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans laquelle j'ai eu l'opportunité d'échanger avec le duo franco-canadien qui a créé l'outil en question. Dans l'introduction, je parle d'outils, de sites internet, mais dans le milieu de la tech, ce genre de site-outils, on appelle ça des SaaS, Software as a Service. C'est grosso modo des sites que vous pouvez utiliser moyennant un abonnement. Netflix par exemple, c'est un SaaS. Bien, le SaaS de nos 3 amis s'appelle oneof10.com, et c'est une référence à la stat la plus importante que consultent les YouTubers dans leur studio créateur. C'est une stat qui vous dit, à temps équivalent, comment se débrouille votre nouvelle vidéo par rapport aux précédentes. Par exemple, vous sortez votre nouvelle vidéo, au bout d'une heure, vous allez voir votre dashboard et vous allez voir la stat 4 sur 10. Ça veut dire que sur les 10 dernières vidéos que vous avez sorties, au bout d'une heure, celle-ci s'en sort ok. C'est pas un énorme banger, c'est pas un flop non plus. C'est un 4 sur 10 quoi. À voir avec le temps si la vidéo va gratter des places dans le classement ou au contraire s'effondrer. En effet, sur YouTube, certaines vidéos mettent du temps à prendre, quand d'autres prennent très vite, mais s'arrêtent aussi très vite de croître. Et quand votre vidéo fait 1 sur 10, ça veut dire que c'est celle qui performe le mieux de vos 10 dernières vidéos. Et pour fêter ça, YouTube vous affiche des petits feux d'artifice, petits confettis comme ça, qui déclenchent une énorme quantité de dopamine pour tout créateur qui se respecte. Top 1 baby, allez c'est cool. Non, c'est pas cool. En vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un top 1 et ça commence à me manquer un peu cette sensation des petites confettis qui explosent là. J'ai perdu mon talent de youtubeur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop vieux? C'est sûr, on vise tous le 1 sur 10 à chaque sortie de vidéo, alors quand on fait un 10 sur 10, c'est la maxi déprime. Ça veut dire que la vidéo bide complètement et qu'on a foiré quelque chose. Soit c'est le combo titre-thumbnail, soit c'est le contenu de la vidéo qui marche pas, avec un watch time très bas, et parfois c'est même les deux. Et dans ce cas-là, vaut mieux oublier cette vidéo et faire comme si de rien n'était, car le coup au moral peut être très fort. Dans tous les cas, les vidéos qui font 1 sur 10, ou top 1, on appelle ça des outliers. C'est des vidéos qui performent mieux que la moyenne, des vidéos qui sortent du lot. Et c'est alors très intéressant d'analyser la vidéo en question et de tenter de comprendre pourquoi celle-ci a mieux performé que les autres. Est-ce que c'est le combo titre-thumbnail? Est-ce que c'est le watch time qui est immense? Est-ce que c'est les deux ensemble? Il y a énormément de leçons à tirer de cette auto-analyse de votre propre travail. Et c'est aussi très bien d'analyser quand vous êtes foiré aussi. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en fait, il y a en définitive énormément de leçons à tirer de toute vidéo qui sort du lot sur YouTube. Pas que les vôtres en gros. Ça serait bien de pouvoir analyser toutes les vidéos qui sortent du lot pour tenter d'en récupérer les ingrédients communs afin de trouver la recette pour sortir des vidéos qui buzz, ça serait pas mal. Le problème c'est que YouTube ne vous donne accès qu'aux stats de vos propres vidéos. Si vous voulez découvrir les vidéos qui ont ultra bien marché chez les autres créateurs, faut faire ce travail à la main. Regardez leurs vidéos, essayer de trouver celles qui ont mieux marché que les autres, etc. C'est là que l'outil de nos 3 amis, le SaaS oneof10, résout ce problème pour vous. C'est un moteur de recherche qui ne vous sortira que des vidéos YouTube qui ont surperformé, qui ont fait top 1 en gros. Ça vous dira combien de fois elles ont dépassé le nombre de vues habituel de la chaîne, et si vous tombez sur une vidéo qui performe 10 fois mieux que les vidéos normales d'une chaîne, c'est vraiment un signe fort qu'il y a dans cette vidéo, un élément magique qu'il est bon d'analyser. C'est un outil qui n'a pas de prix pour les créateurs de contenu et leur équipe. Ça permet de s'inspirer, d'avoir de nouvelles idées de sujets, ou simplement des idées pour créer l'emballage d'une vidéo à venir. J'entends par là le combo titre-thumbnail. Moi par exemple, quand j'ai une bonne idée de vidéo, mais que je n'ai pas trop d'idées de comment la vendre, je vais souvent me balader sur oneof10 à la recherche de vidéos qui traitent d'un sujet similaire pour voir comment d'autres créateurs les ont marketés pour les faire buzzer. Du coup, je fais partie des nombreux créateurs qui trouvent un intérêt à payer un abonnement 49€ par mois pour utiliser cet outil. Si ça m'aide à ne produire ne serait-ce qu'un seul outlier sur 6 mois, ça en vaut complètement la peine. En effet, un outlier à x3 ou x4 le nombre de vues habituelles, c'est des dizaines de milliers d'abonnés en plus, pas mal de YouTube money, un sponsor content, bref. Un outlier, c'est vraiment très bon pour l'économie d'un youtubeur. Tu peux pas faire que des outliers, mais quand on a un, c'est vraiment cool, ça huile bien la mécanique quoi. Maintenant, s'il y a une personne au monde qui a poussé l'étude du outlier au point d'en faire sa marque de fabrique, c'est bien le plus gros d'entre tous, le philanthrope, le gigantesque MrBeast.
Et plutôt que d'utiliser un outil déjà fait, il s'est mis en tête de s'associer à un développeur et de créer l'outil de ses rêves qui lui permettrait de pousser toujours plus loin son analyse du YouTube Game. If you knew what I knew, you could get 10 million subscribers within 6 months. Il s'est positionné en concurrent direct de oneof10.com et a sorti son outil viewstat.com très récemment. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir de la concurrence quand on était jusque-là le seul sur une idée? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, avant d'enfin s'interroger sur ce que ça fait quand cette concurrence, c'est en plus un mastodonte comme MrBeast. Être tout seul sur un marché, ça peut vouloir dire deux choses. Ou bien vous êtes un génial précurseur qui a eu l'idée avant n'importe qui d'autre, ou bien vous êtes juste un gros pecno qui est parti à toute berzingue sur une idée perchée pour laquelle il n'y a aucun marché. Dans le cas de oneof10, vu qu'ils ont pas mal de clients et que ça répond à un vrai besoin de youtubeurs, on peut se dire qu'ils faisaient partie des génies. Dans le cas de MeetSponsor, mon propre SaaS qui aide les youtubeurs à trouver des sponsors et les marques à trouver des youtubeurs, vu que j'ai déjà eu quelques clients et que ça répond à une problématique bel et bien palpable que l'on rencontre quand on est créateur de contenu, on peut se dire que je suis aussi un génie. Mais ça, il n'y avait pas l'ombre d'un doute là-dessus. Oh ça va, je rigole, ok, c'est bon, on se calme. Dans tous les cas, ce qui confirme que nous n'étions pas des pecnos avec des idées nulles, c'est que nous avons tous deux eu de la concurrence, et ça confirme que vous n'êtes pas seul à vouloir vous emparer d'un marché, ça confirme que c'est bien une idée qui n'existe pas que dans votre tête, pour votre petit nombril. Avoir de la concurrence en tant que créateur alors que vous étiez jusque-là tout seul, ça peut donner une sensation désagréable de vous être fait piquer votre idée. Et c'est possiblement ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quelque chose auquel il faudra vous faire, car on va directement casser un mythe. On ne peut pas protéger ses idées de SaaS ou d'application sur Internet. Ça n'existe pas. Donc le seul truc qui vous démarquera des autres, c'est la qualité d'exécution de votre idée et la vitesse à laquelle vous allez itérer dessus. Moi, quand j'ai vu mes premiers concurrents arriver, ça m'a mis un coup de pression de fou, et il y a pas mal d'idées que je reconnaissais de mon propre SaaS. Des idées qui m'avaient pas demandé beaucoup de temps à coder, mais sur lesquelles j'avais beaucoup réfléchi en amont avant de leur donner leur forme. C'était vraiment un sentiment pas agréable de retrouver toutes ces bonnes idées dans le produit d'un autre. Ça non, ça c'était vraiment... j'ai pas kiffé. Par contre, en contrepartie, il y avait aussi quelques bonnes idées que j'avais pas eues moi-même, alors c'était intéressant de voir comment intégrer ces idées à mon propre produit. Œil pour œil, dent pour dent, je vais vous dire. Bizarrement, passé la panique des premiers instants, j'ai trouvé ça en fait plutôt cool d'avoir de la concurrence. Je me suis dit, bordel, t'as plus le droit de traîner là. Maintenant, c'est la course, alors c'est parti, ce qui va nous différencier, c'est la réalisation de notre projet. Notre capacité à aller vite, à le marketer, à démarcher de bons clients, faire les bons ajustements, etc. etc. Ça montre en tout cas que d'autres personnes ont compris qu'il y avait bel et bien un marché là-dessus, et ça rassure un petit peu en définitive, c'est vrai. Maintenant, rien n'est joué d'avance, et faut pas que je me repose sur mes lauriers. Mais j'ai l'impression que la bataille est gérable, car j'ai en face de moi des solopreneurs avec plus ou moins les mêmes armes que moi, leur temps, leur cerveau et un abonnement à ChatGPT. Que faire par contre quand, en face de vous, vous avez un gladiateur qui a débloqué toutes les armes et armures du jeu, quand vous venez seulement de passer niveau 2 et que vous vous battez encore avec un bâton de bois et un pagne comme unique armure. Hein? Vous faites quoi dans ce cas-là? Moi perso, je pense que j'aurais rage quit. J'aurais quitté la partie avec un sum intégral, mais complètement écrasé et démoralisé par la puissance de l'ennemi. Est-ce la réaction qu'ont eu nos amis franco-canadiens de oneout10.com face à viewstat.com de MrBeast? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Mais avant, j'aimerais avouer que quand on lance un SaaS ou tout autre projet entrepreneurial, il y a de nombreux risques à prendre en compte. Non seulement il faut se préparer à la concurrence, mais il est aussi crucial de sécuriser son activité pour protéger ses données et celles de ses utilisateurs. Et c'est là qu'intervient France Vérif, notre sponsor du jour. France Vérif est un service essentiel pour quiconque veut garantir la sécurité et la fiabilité de ses activités en ligne. Que vous soyez entrepreneur ou particulier, vous devenez une cible évidente pour les personnes mal intentionnées. Les pièges qui peuvent ruiner vos efforts sont nombreux et souvent insidieux. Avec France Vérif, vous avez accès à un ensemble complet d'outils de cybersécurité. Ce service surveille le dark web pour détecter, alerter et bloquer les fuites de données sensibles qui pourraient mener à une usurpation d'identité ou à une fraude bancaire. En plus de cela, il protège contre les piratages de comptes bancaires, les virus, malware, spyware, sites frauduleux, faux SMS et emails, ainsi que les extensions de navigateurs dangereuses, pop-up et notifications malveillantes. Beaucoup de choses en gros. Et c'est pas à prendre à la légère, imaginez 2 Français sur 3 ont été victimes de cybercriminalité en 2023, et ce chiffre est en hausse. Par conséquent, le risque de piratage est 35 fois plus élevé que celui d'un cambriolage avec des pertes pouvant atteindre 100 000 € en cas de vol d'identité ou de détournement de compte bancaire. C'est énorme.
Sans des mesures de sécurité basiques, vous exposez encore plus vos données aux dangers du cyberespace, notamment avec des mots de passe faibles. Dans un contexte de cyberguerre croissante, des protections efficaces sont indispensables. Les faux SMS et emails sont de plus en plus courants, rendant des services comme France Vérif essentiels. En ce moment, vous pouvez profiter d'une réduction de 60% sur France Vérif grâce au lien dans la description. Merci à France Vérif de soutenir cette vidéo et notre aventure entrepreneuriale. Maintenant, retournons à notre histoire du David contre le Goliath des temps modernes. Quand j'ai vu le tweet de MrBeast qui a annoncé tout fier son nouvel outil et que j'ai vu parmi toutes les features disponibles celle qui faisait exactement celle que proposait oneof10.com, j'ai tout de suite pensé à eux en me disant « Oh bordel, j'espère qu'ils ne sont pas trop déprimés ». Je me suis empressé d'envoyer un message à Richard le Canadien pour tâter la température et j'ai été surpris de constater que, bien qu'ébranlés, nos amis n'avaient pas l'intention de baisser les bras, pas avec tout ce qu'ils avaient encore sous le coude. Alors j'ai de suite voulu parler avec lui pour voir quelle stratégie on peut avoir quand un mastodonte nous fait de la concurrence, parce qu'après tout c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois ce genre de cas, alors il doit bien y avoir des choses à essayer. Par exemple, Microsoft a tenté de cloner intégralement Notion il y a 2 ou 3 ans, et je ne sais pas où en est le projet aujourd'hui, mais visiblement Notion vit encore et plutôt bien si vous voulez mon avis. Bref, ils ont accepté de répondre par écrit à quelques questions que je leur ai posées, et ça, c'est bien l'esprit indie hacker. Préférer l'asynchrone au meeting et call, je ne peux que valider. Je peux pas. C'est dommage pour la vidéo, mais c'est tellement le mindset du indie hacker que ça me va. Et puis avec MrBeast en concurrence, j'imagine qu'ils ont autre chose à foutre que de donner des interviews à des petites chaînes de youtubeurs français. Avant de leur poser la question qui me brûle les lèvres sur leur réaction face à MrBeast, je leur ai d'abord posé quelques questions qui m'intéressaient en tant que créateur de SaaS. En effet, j'ai d'abord voulu savoir depuis combien de temps ils travaillent sur leur projet. Eh bien, ils ont commencé tous les trois en juin 2023 et ils ont passé l'été entier à bosser avant de sortir très vite une première version dès septembre, soit 3 mois plus tard. On est définitivement dans la philosophie ship fast, c'est-à-dire délivre vite. Vu la réception très positive, ils ont continué d'itérer et de sortir des nouvelles fonctionnalités en fonction des retours de leurs premiers utilisateurs. Vu qu'ils ont été bons dans leur vision et dans l'exécution de leur idée, je leur ai demandé s'ils avaient des conseils pour les créateurs de SaaS. Oui, j'avoue, je cherchais à gratter quelques jutsu secrets pour ma propre aventure. Et là, je vais vous lire directement leurs réponses car c'est une mine d'or d'informations. Richard de son côté a dit « Je suis peut-être biaisé, mais pensez traction first is king, je pense. Si tu es SaaS builder, tu sais comment créer un bon SaaS, mais si tu ne sais pas comment l'amener à une audience, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas tout d'avoir une audience, il faut aussi avoir un produit qui fait du sens pour cette audience spécifique. Par exemple, Riyad, mon pote, a des skills de fou et peut build n'importe quoi à une vitesse éclair, et c'est pourquoi le produit était très fort dès le début. Et de mon côté, ça faisait 1 an que je faisais juste poster des tweets en lien avec YouTube Strategy, et donc ça attire un public spécifique de YouTubeurs qui veulent grow sur YouTube. C'est pourquoi avec juste 4000 followers, on a pu grow 10K de MRR dans les 2 premières semaines. Ça veut dire 10 000 € par mois dans les 2 premières semaines. Riyad et moi, on démontre la parfaite combinaison entre SaaS Builder plus audience plus Product Market Fit égale success. C'est vrai. Et Riyad de son côté, il dit « Je me méfie un peu des conseils à cause du biais du survivant, mais voilà tout de même un point qui a bien marché pour moi, en espérant que ça puisse aider. » Pour savoir quoi construire, j'ai cherché mes points forts et j'ai essayé de construire à l'intersection d'au moins 2 de ces points forts. Exemple, je suis ingénieur AI depuis 2 ans et j'ai un passé de youtubeur, 50 000 subscribers en 2017. Si j'avais build dans un de ces 2 domaines séparément, j'aurais probablement eu beaucoup moins de chances de réussir. Il y a beaucoup d'ingénieurs AI et beaucoup de youtubeurs. Par contre, à la frontière de ces 2 domaines, il y a beaucoup moins de monde, ce qui nous donne un sacré avantage compétitif. Pas faux. J'ai également cherché à savoir où étaient mes points faibles, je ne voulais pas faire appel à ma communauté YouTube pour ces projets, donc je repartais de zéro et je n'avais aucun réseau de distribution. En collaborant avec Richard, je me suis rendu compte que c'était comme avoir un coef multiplicatif sur tout ce qu'on faisait. On a des profils très complémentaires et on a les mêmes objectifs. Ça rend notre collaboration très efficace, pourtant j'ai un profil plutôt solitaire, travaille dans mon coin, et pour autant, c'est vraiment un des points super positifs de toute cette aventure. Très bon retour. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve ça extrêmement inspirant. Après moi j'ai eu beau chercher mes points faibles, j'en ai vraiment trouvé aucun. Donc c'est pour ça que je me suis associé à personne. Ça va, on peut plus rigoler ou quoi? Peut-être que mon point faible c'est l'humour après tout, mais m'associer à un blagueur, ça va pas mieux faire vendre mon SaaS, vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, trêve de bêtises, il est temps de leur demander comment ils ont réagi face à l'annonce de l'outil de MrBeast. La réponse du Canadien illustre parfaitement l'adage « Mieux vaut un dessin qu'un long discours ». Il m'a envoyé une série de dessins qui m'ont fait trop rire. Première 6 heures, 12 heures après l'annonce, 18 heures après l'annonce, 24 heures après l'annonce. Blah.
Voilà, je trouve ça très cool. Le français de son côté a vu ça comme un signal plutôt positif de confirmation que ce qu'il faisait était une bonne idée. En définitive, ils ont donc trouvé ça plutôt challengeant et excitant, comme vous pouvez le lire dans leurs réponses respectives. Ils n'ont pas vraiment mis en place de stratégie particulière pour contrer son arrivée, car de toute façon, ils faisaient déjà ce qui leur semblait être la meilleure façon de se développer. Je cite, « Rester vif, rapide et continuer de rester proche de la communauté pour itérer dans la bonne direction. » En conclusion, j'ai tenu à leur demander ce qu'ils pensaient de la concurrence et de la copie dans le monde du SaaS, et leur réponse m'a semblé extrêmement sage et pertinente. Alors je vous la livre ici, juste après vous avoir demandé un petit like sur cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusque là, j'imagine que ça vous a plu, donc un petit like c'est cool, et si possible un abonnement qui m'aide énormément dans mon aventure. Merci beaucoup. Merci aussi à Riyad et Richard pour leurs réponses. Je vous laisse sur leur sage parole. C'était Benjamin Code. Ciao. La concurrence peut être affreusement impitoyable si vous êtes dans le monde des SaaS, et encore plus si vous êtes en mode bootstrap, build-in public. Vous aurez vos clones de plus ou moins bonne qualité tôt ou tard, pour peu que vous ayez un projet qui marche. C'est important de garder ça en tête et de réfléchir à comment augmenter la barrière à l'entrée afin d'être le plus difficilement copiable. Dans notre cas, le fait d'avoir décidé de construire à l'intersection de nos points forts nous aide beaucoup. Ça nous place en bonne position pour prendre des décisions importantes rapidement et de façon éclairée. C'est fou combien le monde copie. Depuis qu'on a lancé notre Outlier SaaS, j'en ai vu 5 autres sortir plus ou moins bien aboutis. Mais c'est vraiment ça la vie en général. Que ce soit en musique, en vidéo ou en SaaS, il y aura toujours des copies dès qu'il y a une opportunité. Il faut juste continuellement innover. Et ça me fait penser comme quand Instagram a pris la feature de Stories à Snapchat ou quand Dropbox a refusé d'être acheté par Apple, ces compagnies ont quand même thrive, donc ont survécu face à des géants. On trouvera notre chemin.